Il s'arrêta là, entravant la circulation de milieu de matinée, et lut avec circonspection l'enseigne de néons colorée et clignotante. Il avait déjà scruté par le passé cette enseigne, mais jamais il ne s'en était autant approché. Cette fois, c'était différent. Ce qu'il faisait maintenant était d'un autre ordre. Quelque chose qui tôt ou tard devait arriver. Recall Incorporated. Était-ce la réponse ? Après tout, une illusion, quelle qu'en soit la crédibilité, n'en demeurait pas moins une illusion, au moins objectivement. Mais subjectivement, c'était plutôt le contraire. Quoi qu'il en soit, il avait rendez-vous, dans moins de 5 minutes. En abordant hier les nouvelles de Richard Matheson, il m'a semblé assez naturel de glisser aujourd'hui vers celle d'un autre monument de la science-fiction américaine, Philip K. Dick, qui en écrit énormément au début de sa carrière, dans ce genre de la short story où Matheson excellait, et avec des points communs thématiques. Mais à la différence de Matheson, c'est un écrivain dont l'ambition est principalement littéraire. Dick n'a pas de volonté particulière de devenir scénariste, d'entrer dans le milieu hollywoodien ou d'écrire pour la télévision. C'est quelqu'un qui veut construire sa langue, qui veut aller au bout de son travail stylistique. Il abandonnera d'ailleurs l'écriture de nouvelles presque totalement au profit de celle de romans à partir de ses premiers succès, comme Le Maître du Haut Château, qui lui vaudra le prix Hugo. Et pourtant, à l'instar de Matheson, Philip K. Dick va devenir un des écrivains les plus adaptés à Hollywood. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a au moins autant d'adaptations de Dick que de Matheson dans le cinéma américain. Il y a un paradoxe là-dedans, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'œuvre de Dick repose sur des procédés strictement littéraires. Donc l'histoire s'intéresse à un personnage, Douglas Quayle, qui est un employé, on ne sait pas de quoi. Ça fait partie des petits items récurrents chez Dick. On est souvent employé sans savoir pourquoi ni par qui. Donc Douglas Quayle est un employé qui rêve d'aller sur Mars. C'est une obsession chez lui. Il n'a pas les moyens financiers de se payer son voyage sur Mars. Et donc, il va décider de franchir le pas de porte de la société Recall qui se propose d'implanter dans votre mémoire des souvenirs de voyage ou d'aventures extraordinaires qui vous donneront l'impression, en sortant de l'agence, d'avoir vraiment vécu ces moments. Et c'est au moment où Quayle se fait implanter ses souvenirs chez Recall que la réalité se dérègle, comme dans tellement de nouvelles de Dick. Au moment où les opérateurs de Recall lui implantent les faux souvenirs de Mars, se réveillent dans sa mémoire de véritables souvenirs. Il semblerait qu'il soit déjà allé sur la planète rouge. Et à partir de là, il n'est plus possible de distinguer dans la nouvelle la part de véritable aventure de Quayle et la part de souvenirs qui ont pu être implantés chez Recall au moment où l'histoire bascule. Ce qui est très symptomatique de Philip K. Dick dans cette nouvelle, c'est que bien sûr, il organise ce trouble sur ce qu'est la réalité de Quayle d'une manière consciente dans le récit lui-même, dans la dramaturgie du récit, mais on a aussi l'impression que cette interrogation sur le sens de la réalité, il se fait aussi d'une manière inconsciente, quand il truffe ses dialogues de jeux sur les mots, de double sens que les personnages leur prêtent, et c'est sûrement dans ce double mouvement, à la fois conscient et inconscient, qu'on voit à quel point Dick est vraiment un auteur. Au début de la nouvelle, Quayle fait un rêve où il est sur Mars, il se réveille, et son épouse l'interroge sur le rêve qu'il a fait. Et elle lui dit « Je suis sûr que tu as rêvé d'une femme ». Lui répond « Non, j'ai rêvé d'un dieu, un dieu de la guerre. Il a des cratères profonds remplis de petites formes de vie. » Donc dès le départ, les personnages s'adressent les uns aux autres en jouant sur le sens des mots. Un petit peu plus loin, Quayle parle de sa femme en disant « Le rôle d'une épouse, après tout, n'était-il pas de ramener son mari les pieds sur terre ?» Puis il réfléchit et il se dit « Et dans mon cas, l'expression est plutôt littérale. » Quand il va voir Recall,
La spécificité de ce que fait cette société est décrite par Dick par un jeu verbal, sur le temps verbal. Il dit, l'employé de Rico, il dit, vous ne pouvez pas vous permettre, vous ne pouvez pas vous offrir financièrement le voyage sur Mars, vous ne pouvez pas y aller, mais vous pouvez y avoir été. Alors autant dire que la subtilité de ce jeu sur le langage, si on envisage une adaptation, devrait se traduire par un jeu sur ce qui fait la spécificité du langage cinématographique. Inutile de vous dire que c'est largement au-delà de ce qu'est capable de faire M. Len Wiseman, qui se charge d'adapter la nouvelle en 2012. On peut dire qu'il n'a jamais rien inventé, il n'a jamais été à l'origine d'un sujet vraiment original. Underworld, c'était l'histoire d'une lutte entre loup-garou et vampire qui était très directement inspirée d'un jeu de rôle connu des amateurs à l'époque, Werewolf et Vampire, qui étaient tous situés dans le même monde, le monde des ténèbres. Et par la suite, il va reprendre le travail des autres. Celui de McTiernan sur la série ayant rendu célèbre Bruce Willis, Die Hard, réalisant l'abominable Die Hard 4. Récemment, il est allé à la télévision faire une version contemporaine de Sleepy Hollow, dans laquelle Ichabod Crane, donc l'enquêteur interprété par Johnny Depp dans le film de Tim Burton, est transposé, se réveille à notre époque et continue de mener des enquêtes à notre époque. Donc là, ça nous situe un petit peu l'intelligence à laquelle Wiseman élève le débat. Que vient-il faire dans Total Recall, je me le demande. Il était très bien à la télévision, Len Wiseman. La mise en scène télévisuelle lui convient très bien. Alors, en passant au cinéma, il perd ce qui fait le seul intérêt de la série télé contemporaine, c'est-à-dire celui de vivre au même rythme que des personnages. C'est quelqu'un qui fait son travail. Pour lui, ça consiste principalement à mettre la caméra devant ce qu'il faut montrer et à dynamiser le récit par différents moyens. Par exemple, en filmant ces personnages en train de courir et de bondir pour éviter une explosion, ou celui qui les poursuit, ou les balles qu'on tire sur lui. Cette dramaturgie extrêmement artificielle, il l'applique à tout son film, qui est une sorte de grande poursuite. À partir du moment où Quail se réveille chez Rico avec ses souvenirs qu'il pense être réels, exactement ceux pourquoi il était venu en fait. Donc de ce moment-là où il s'enfuit et commence à être poursuivi par les agents d'une agence gouvernementale dont il aurait été l'employé, à partir du moment où il est poursuivi par ces gens-là jusqu'à la fin du film, la succession des scènes n'est qu'une succession de poursuites, de scènes d'action. Alors la nouvelle contient elle aussi une scène d'action, qui fait une demi-page, qui correspond à la scène où Colin Farrell démonte chez Rico les soldats envoyés par cette corporation qui l'employait. Donc de cette demi-page, Len Wiseman tire 1h35 de film. Inutile de dire qu'il ne reste quasiment rien de ce qui faisait la valeur de la nouvelle de Dick dans cette nouvelle version de Wiseman. Il n'en restait pas grand-chose non plus honnêtement dans la version de Paul Verhoeven en 1990, qui est quand même loin d'être un chef-d'œuvre. Et pourtant, Wiseman a été visiblement très marqué par cette version, puisque bien plus qu'une nouvelle adaptation de la nouvelle de Dick, c'est d'un remake du film de 90 en fait, dont il se charge. Alors, comme souvent dans ces cas-là, ce sont quelques images détachées de leur sens qui reviennent dans son film, comme cette femme à 3 seins qui s'offre, cette fois à Colin Farrell, cette compagne de Quail qui se révèle être une redoutable tueuse chargée d'abord de le surveiller puis de l'éliminer. Comme cette révolte martienne, alors qui n'est plus martienne mais australienne dans le film de Wiseman, à laquelle Quail va participer, qui est incompréhensible dans le film de Wiseman. Et par ailleurs, Wiseman a été de toute évidence très marqué par une autre adaptation de Philip K. Dick, celle que Ridley Scott fait en 1982 du roman « Quand les androïdes rêvent-ils » de Mouton électrique, un sous-titre bien connu de Blade Runner. Donc, comme dans le film de Scott, Wiseman reprend les grandes villes futuristes, les voitures volantes. À sa décharge, ce sont des aspects qui sont dans la nouvelle de Dick, puisque, mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui propose de vraies images science-fictives. Il y a un sens du détail dans sa nouvelle. Il y a des cartes postales 3D, il y a des vidphones,
La nouvelle se situe à Chicago, il décrit un petit peu cette Chicago surpeuplée. Donc de ce point de vue-là, l'esthétique du film de Wiseman correspond assez bien. Alors il faut introduire maintenant dans les films hollywoodiens des personnages et des décors chinois. Donc la société Recall est dans une ambiance asiatique. C'est Colin Chu, je crois, qui joue très mal comme d'habitude le responsable de Recall. Et donc c'est probablement fait pour exporter le film. Exporter le film, voilà bien ce qui semble être le but et le seul de Wiseman, qui participe pleinement à cet Hollywood globalisé, qui doit se vendre partout à tout le monde, et donc n'est probablement aimé nulle part et par personne. Tant le film n'a aucune personnalité, aucun relief, aucun rythme, si ce n'est donc celui d'une poursuite du début à la fin, traitée de scène en scène, avec une rythmique absolument étale. Je parlais du malentendu, probablement à l'origine des adaptations de Dick au cinéma. Ici, c'est frappant, et ça l'est aussi dans beaucoup des autres adaptations qu'on fait de son travail, qui aboutissent parfois à des bons films, mais jamais à des œuvres qui respectent vraiment son travail littéraire. Si ce n'est peut-être dans des tentatives qui sortent de cette ornière du film d'action hollywoodien, où honnêtement Dick n'a rien à faire, qu'on a pu voir en France avec Confession d'un barjot, qui était un film tout à fait intéressant, ou aux États-Unis avec le film de Richard Linklater, Scanner Darkly, qui adapte Substance Mort, film assez intéressant esthétiquement, où se promène Keanu Reeves, qui tient une place pas inintéressante en regard de l'univers de Dick, puisqu'il sera le héros d'un film qu'on va aborder, Johnny Mnemonic, qui adapte la nouvelle d'un continuateur de Dick, d'une certaine façon, William Gibson, qui sera aussi le héros évidemment de Matrix, qui est un film, s'il n'est pas adapté de Dick, éminemment dickien, puisque l'idée que la réalité n'existe que par la projection que des machines en font dans l'esprit des êtres humains qui sont leurs esclaves, elle pourrait provenir directement d'une nouvelle, d'un roman de Philippe K. Dick.